Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel opus de Club Sport en France, votre émission habituelle qui fait la part belle aux fédérations du mouvement olympique. Chaque semaine, on a l'habitude de mettre en avant un sport. C'est aujourd'hui une fédération pluridisciplinaire qui va nous accompagner pendant la prochaine demi-heure, la Fédération française de sport adapté. Qu'il agisse en tant que thérapie, en espace de sociabilisation ou d'épanouissement à la compétition, le sport a heureusement toute sa place dans le quotidien des personnes handicapées mentales ou psychologiques. La FFSA propose une kyrielle de projets et d'accompagnement pour ses 64 000 licenciés. Organisatrice de plus de 3000 événements annuels, elle est aussi à l'origine de la réglementation d'une pratique adaptée de haut niveau de certains sports, notamment la natation, discipline dans laquelle excelle Cléo Renou, que nous aurons le plaisir d'écouter en deuxième partie d'émission. Bienvenue dans Club Sport en France, nouvel épisode, le 29e déjà. Et oui, on ne voit pas le temps passer, même si ces derniers sont réalisés, vous allez le voir, grâce aux images de notre réalisateur François Caudal, dans des conditions un petit peu particulières. Distanciation sociale oblige. Les réseaux sociaux, les moyens de communication modernes nous aident heureusement pour retrouver nos invités du jour. Une émission en deux temps, avec le volet fédéral, on va le dire ainsi, pour nous accompagner. Honneur aux dames, si vous le voulez bien, Marie-Paul Fernaise, sur ma droite, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Vous êtes directeur technique national DTN de cette belle fédération depuis un petit peu plus de 2 ans, quasiment 3 ans maintenant. Et vous allez être accompagné de votre président, du président de la fédération, Marc Truffaut. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue dans Club Sport en France. Question un petit peu rituelle. Déjà, comment allez-vous ? C'est bien d'avoir ces questions qui sont plus que symboliques aujourd'hui. Le confinement s'est bien déroulé pour vous, Marie-Paul ? Oui, très bien. À Paris, mais très bien. Il n'y a pas de mais, on a le droit de le faire à Paris. Marc, tout va bien aussi pour vous et vos proches ? Ça va, au boulot, puisque je suis également, en tant que professionnel, directeur d'un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, donc qui étaient confinés sur leur lieu d'établissement, mais voilà, tout le monde a été préservé, donc tout le monde est en pleine forme. Après, beaucoup de travail par visio, on découvre une autre façon de travailler qui n'est pas forcément moins fatigante, mais en tout cas, la vie continue. Exactement, et on essaye de faire de même nous aussi sur Sport en France et de pouvoir vous proposer des contenus qui soient les plus proches de ce qu'on aimerait en physique, évidemment. Première rubrique de cette émission, on profite de votre présence pour décoder tout simplement. La Fédération française de sport adapté fait décodage. Alors, messieurs, dames, je ne sais pas si vous connaissez ce style journalistique qu'on appelle le micro-trottoir et qui nous fait sonder des personnes au gré de nos pérégrinations. À la rédaction, aujourd'hui, j'ai tenté un petit sondage sur ce qu'était le sport adapté et vous seriez étonnés dans un milieu qui est pourtant connaisseur de sport de manière générale et consommateur, le peu de gens qui connaissaient le sens finalement donné à sport adapté. Marc, alors j'imagine que pour les téléspectateurs qui sont avec nous, c'est aussi difficile à cerner comme nuance peut-être avec le handisport. Est-ce que vous pourriez déjà réussir cette introduction et ce préambule ? En tout cas, on va essayer, mais c'est vrai qu'effectivement, vous l'avez bien résumé, on fait tout le temps, dès qu'on parle de sport et handicap, on parle handisport. Alors c'est vrai qu'il y a le handisport, qui est la bonne définition, c'est le sport et le handicap. Mais après, il y a une particularité en France, notamment, qui est qu'il y a une délégation au niveau du handicap. Il y a des délégations pour 2 fédérations différentes. Le handisport qui est sur le handicap physique, la Fédération française handisport, et la Fédération française du sport adapté qui est sur le handicap mental et le handicap psychique. Et qu'est-ce qui a participé de cette scission, si tant est qu'il y ait eu un schisme entre les 2 fédérations? C'était vraiment de proposer des choses qui soient adaptées, comme dans l'intitulé de la fédération, de manière vraiment spécifique au handicap précité? C'est tout à fait ça. C'est vrai que si on reprend l'historique de la fédération qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine, il y a eu des temps où l'idée était que ce soit une fédération commune. Mais effectivement, les logiques sont vraiment différentes
les besoins des sportifs sont différents et on voit qu'il y a une approche particulière à avoir pour l'un ou pour l'autre des publics qui fait que qui fait la nécessité de ces deux fédérations distinctes. Et Marie-Paul, ce qui fait aussi une grande différence, c'est que on parle on va parler de la pratique de haut niveau tout à l'heure avec la présence de Cléo, mais on a une fédération pluridisciplinaire. On n'est pas, quand on est licencié, rattaché à une fédération de discipline, mais vous agissez en tant que coordinateur. Et c'est là aussi tout le travail logistique, administratif que ça nécessite, qui fait une grande différence peut-être avec le handisport. Marie-Paul ou Marc, d'ailleurs, pour répondre à cette question. Ce n'est pas forcément là que se fait la différence, parce que la Fédération handisport, comme la Fédération française du sport adapté, est une fédération multisport. Donc, à la Fédération française du sport adapté, on peut pratiquer tous les sports. Et au niveau de l'organisation compétitive, il y a 22 disciplines pour lesquelles il y a des classifications spécifiques pour les personnes en situation de handicap mental et psychique à la fédération et des règlements adaptés dans 22 disciplines pour ceux qui souhaitent les pratiquer en compétition. Alors, justement, vous parlez de cette réglementation. Il s'agit pour la codifier, votre travail source au départ. Il s'agit de répertorier, entre guillemets, classifier en fonction de l'autonomie des personnes. On ne parle pas de pathologie, c'est ça? Absolument. Comment ça s'opère alors? En France, la classification au sein de la Fédération française du sport adapté ne se fait pas au regard de la pathologie des personnes, mais bien au regard de leur niveau d'autonomie, de socialisation, de communication et de motricité qui va leur permettre, avec plus ou moins de difficultés, de s'impliquer dans les différentes disciplines sportives. Donc nous avons 3 classes en fonction des capacités globalement en autonomie des personnes. Et pour chaque discipline, 3 règlements différents pour chacune des disciplines, de façon à ce que les personnes puissent pratiquer en compétition, que ça fasse sens pour elles, sans pour autant dénaturer la pratique, bien sûr, dans les adaptations. Marc, on se retrouve avec une fédération et une organisation qui doit jongler entre un sport et une pratique de découverte, un éveil au sport pour certaines personnes, le sport santé qui est très à la mode et qui est développé dans toutes les fédérations, en tout cas dans beaucoup d'entre elles actuellement, et puis la compétition, ce défi de compétition dont je parlais en préambule de cette émission, faire un petit peu... Travailler tout ce petit monde-là, ça doit être un énorme défi, avec de l'organisation aussi de compétition, d'épreuves. Comment vous réussissez ce tour de force ? Après, je pense que c'est la structuration de la fédération. C'est-à-dire que la fédération, elle est structurée autour de 1500 clubs répartis sur l'ensemble du territoire, des comités départementaux et des ligues, comme n'importe quelle autre fédération. Une fédération internationale aussi, qui organise et réglemente la pratique internationale. Dont vous êtes président également, je crois. Oui, tout à fait. Bon, c'était pas forcément pour dire ça, mais, c'était surtout pour dire que c'était structuré comme ça pour l'ensemble de la pratique. Et après, on a des particularités. Alors, on n'a pas, contrairement à handisport, souvent on n'a pas de discipline propre au sport adapté. Enfin, on pourrait pas le définir comme ça parce qu'on n'a pas de discipline en compétition. Par contre, pour les personnes qui ont des besoins un peu plus importants, on a ce qu'on appelle les activités motrices, par exemple, c'est une de nos particularités. L'objectif de la fédération, c'est de pouvoir, d'ailleurs c'est notre slogan, c'est à chacun son défi, c'est de pouvoir proposer une activité sportive à qui que ce soit, peu importe son niveau, le niveau de son handicap ou l'impact de son handicap, mais c'est de pouvoir le stimuler, lui donner envie de se bouger. Et donc ça passe par les activités motrices, les activités de loisirs, le sport scolaire, le sport de haut niveau, le sport santé, vous le disiez tout à l'heure, et puis tous les championnats de France qu'on peut organiser. Alors quand je dis championnat de France, ça va d'une organisation départementale jusqu'au national. On a des championnats départementaux dans chaque département, des championnats de ligue dans chaque région. On est vraiment structuré comme n'importe quelle fédération. Alors, on parlait tout à l'heure de ce que j'avais vécu à la rédaction, cette relative méconnaissance
du sport adapté, vos leviers de communication et ce travail autour du tissu club. 1500, c'est énorme, ce tissu associatif, bénévole, j'imagine, autour de vous. Malgré tout, quels sont vos leviers pour faire connaître aux personnes, aux entourages des personnes déficientes qui voudraient découvrir le sport en club? Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans le déficit de communication, il y a aussi l'exclusion pendant 12 ans des sportifs déficients intellectuels des Jeux paralympiques. Entre 2000 et 2012, oui. Entre 2000 et 2012, donc c'est vrai que ça fait qu'on a continué à se structurer, mais pour autant la fenêtre médiatique n'était pas présente. On peut imaginer l'impact, on connaît l'impact des Jeux paralympiques en termes de communication. Après, en fait, on s'appuie sur un réseau effectivement de bénévoles, d'associations gestionnaires aussi, d'établissements, parce que en fait, beaucoup de nos sportifs sont accueillis dans des établissements du médico-social donc ce sont des partenaires privilégiés pour faire découvrir nos activités. Après, on a de plus en plus de clubs, de sections de clubs ordinaires. On les appelle comme ça. C'est vrai que je disais 1500 clubs. Il faut voir que sur les 1500 clubs, on avait répertorié il y a quelques années 500 clubs qui sont des clubs de fédération ordinaire, mais qui ont ouvert une section particulière pour le public du sport adapté. Pour autant, ça répond à une pratique très ciblée et très locale, puisque ces 500 clubs ne représentaient que 5000 licenciés sur les 64 000. Donc on est et ça a été une politique de la fédération de faciliter au maximum la création de ces clubs, de ces sections de clubs, pour répondre à des particularités d'un jeune qui voudrait faire tel ou tel sport dans sa ville et qui n'a pas forcément un club multisport en proximité. Et donc de pouvoir faciliter ce qu'on appelle l'inclusion. Nous, on le voit comme ça, être reconnu pour ses spécificités, mais pour autant pouvoir accéder aux mêmes pratiques que n'importe qui. Vivre la même pratique, effectivement. Alors, ce maillage, ce président, il a forcément, et cet accompagnement, ils ont un coût. Pour des personnes qui ne sont pas forcément autonomes, comment est pris en charge la cotisation, la licence? J'imagine que le coût doit être un petit peu supérieur. Comment vous arrivez à fonctionner pour proposer cet accompagnement qui est presque à la carte? Et ça, c'est une superbe spécificité peut-être d'un modèle français qui nous vaudrait un petit cocorico. Mais j'imagine que derrière, il y a des choses à dire sur ce modèle-là. Alors c'est vrai qu'on repose beaucoup sur un modèle bénévole, un mode bénévole, comme beaucoup de fédérations, c'est sûr. Après, le fonctionnement est le même, cotisation et licence pour le sportif. Après, on a des soutiens, bien évidemment, de l'État, de quelques partenaires privés. C'est vrai que le manque de notoriété ne rend pas forcément simple la recherche de partenaires. Et donc après, on a toutes les collectivités territoriales qui nous accompagnent et qui accompagnent les clubs. Mais c'est vrai qu'on a un gros réseau de bénévoles. Et puis, on a un dispositif qui a été mis en place par l'État il y a quelques années qui a permis, en très peu de temps, de doubler le nombre de licenciés, d'emplois sportifs qualifiés spécifiques pour le handicap, financés par le ministère des Sports, et maintenant l'Agence nationale du sport, et avec un complément de la CNSA. C'est le fameux lundi de Pentecôte, on va dire, qui du coup apporte jusqu'en 2020, alors après il y a une incertitude pour après, mais jusqu'en 2020 qui apportait un soutien non négligeable pour professionnaliser l'ensemble de l'encadrement sport adapté. Et cette structuration telle que vous la voyez, vous l'organisez aussi en France, est-ce que c'est un modèle singulier à l'international, puisqu'on évoquait votre poste en tant que boss aussi au niveau mondial en tout cas, est-ce que ce modèle singulier, déjà, il est fructueux, est-ce qu'il marque une différence à l'international également ? Alors oui, c'est vrai que ça devient un petit peu la référence. Ça devient une référence et ça a été copié notamment par quelques pays anglo-saxons et notamment l'Australie. Mais on a cette particularité dans le système français de cette délégation par public. Ça donne une garantie dans la pratique. Ouais. Ça permet de bien penser à ce public-là et ça donne des moyens spécifiques et ça donne la possibilité de gérer la réglementation. Et on voit que les pays anglo-saxons, notamment, qui ont fait le choix d'aller vers les
les fédérations dites ordinaires ont vu le nombre de pratiquants vraiment diminuer en leur sein. Et donc là, on garantit la masse, on garantit une offre sportive, comme on disait tout à l'heure, qui va des activités motrices jusqu'au sport de haut niveau. Alors que les pays qui ont fait le choix de cette inclusion vers les fédérations ordinaires, on va dire à 100%, et uniquement sur ce dispositif-là, se sont concentrés sur une pratique de haut niveau, mais ont vu la pratique de masse complètement disparaître. Et on le voit notamment en Angleterre, où on a eu l'impact des Jeux de Londres, où ils ont eu effectivement des très bons résultats, mais derrière, maintenant, il n'y a plus personne, on ne les voit plus dans les compétitions internationales, et il n'y a pas les athlètes, quand ils se déplacent, ils n'ont pas de structure qui les accompagne, ils doivent tout financer. Alors que là, le fait d'avoir cette délégation, d'être reconnu par l'État comme nous le sommes, et du coup, ça donne les mêmes droits aux sportifs que n'importe quel autre sportif. Et c'est vraiment important et ça devient un modèle. D'accord. Donc la France peut se targuer de cette singularité et propage sa vision Tout à fait. un petit peu d'alliage entre toute inclusion et modèle d'adaptation. Marie-Paul, et dans les starts, je vais lancer sans plus tarder la deuxième partie. On va parler petit à petit haut niveau dans Fait débat. Marie-Paul, le haut niveau et la pratique de manière générale, elle est repartie avec le déconfinement où il y a encore beaucoup de piano, de calme. Alors, à vrai dire, elle ne s'est pas arrêtée, notamment dans les 3 disciplines paralympiques que sont l'athlétisme, la natation ou le tennis de table, puisque l'encadrement est resté en poste. Des visios ont été organisées pour que la préparation physique puisse se dérouler, que tous les jours, pratiquement tous les jours, il y ait des contacts entre les encadrants des pôles France et les sportifs de haut niveau. Donc aujourd'hui, notamment en natation, nous avons le premier stage national de reprise. Donc là, ils sont heureux, je pense, de retrouver les bassins et de retrouver l'eau, mais ils n'ont jamais vraiment arrêté. Donc il n'y a pas eu cet éloignement au sport à un espace de socialisation. Hein. Il n'y a pas de syndrome de cabane à attendre pour nos athlètes. Alors, je ne pense pas. D'ailleurs, ils ont posté beaucoup de vidéos sur Facebook ayant pour intituler « Confinés mais pas isolés ». Et tous les jours, ils avaient une séquence d'entraînement, de préparation physique générale, mais aussi une séquence sur qu'est-ce que c'est que le Covid, qu'est-ce que c'est qu'un virus, et puis des séquences aussi de convivialité, de cuisine en commun. Donc, il y a eu vraiment des vies de Pôle France différentes, mais qui, j'en suis convaincue, vont créer autre chose pour l'avenir. On aura l'occasion de demander à Cléo son vécu sur cette expérience singulière pour nous tous et nous toutes. Ça, c'est une certitude. Je parle donc sous votre contrôle, Marie-Paul. 7 disciplines reconnues de haut niveau, même si 3 sont paralympiques. Votre travail, dès lors, face à cette structure club, on l'a dit, qui est très importante, c'est d'avoir un œil sur les prospects, sur les prospects, comme on dit en anglais, et celles et ceux qui peuvent intégrer les équipes de France, c'est ça ? Alors, c'est ça. Donc, c'est 8 disciplines. 8 disciplines de haut niveau. Il y a deux disciplines d'hiver. Et en effet, au-delà de l'activité habituelle des sportifs de haut niveau qui sont déjà repérés, qui sont déjà dans des processus de préparation et dans des clubs pôles et en stages nationaux, il y a aussi un travail d'identification, de repérage des futurs potentiels et des potentiels pour Paris 2024. La difficulté que l'on peut rencontrer, c'est que les sportifs de haut niveau, déficients intellectuels, pour beaucoup, leur handicap n'est pas visible. Et tout à l'heure, vous parliez de la comparaison avec la fédération handisport. C'est une de nos difficultés d'arriver à identifier des sportifs qui probablement sont déjà dans des clubs ordinaires, ont une déficience, un handicap mental léger, qui pourraient avoir un beau projet vers le haut niveau, voire vers Paris, et qui pour autant ne sont pas identifiés. Et donc ça doit passer pour nous par un vrai travail avec les fédérations homologues pour arriver à identifier ces sportifs-là de façon à ce que d'une part, ils ne décrochent pas dans leur club ordinaire, parce que souvent c'est ce qui se passe.
jusqu'à 12, 13, 14 ans, parce que ce sont de beaux sportifs, parce que leur handicap est minime, ils arrivent à rester et à être bien pris en charge en milieu ordinaire. Et puis, à la préadolescence, ça devient difficile. Souvent, il y a une rupture, alors même qu'on pourrait être un relais et en collaboration, aller vers un beau projet de haut niveau pour eux s'ils le souhaitent. Alors, Marie-Paul, quel accompagnement, quelle structure cela nécessite quand un athlète de haut niveau est soutenu par la fédération, qu'on voit le potentiel, comme vous l'avez utilisé. Francisons, vous avez raison, soyons fiers de notre langue, potentiel de cet athlète. Quelle structure? Parce que j'imagine que l'accompagnement, il est soutenu, il est intense. On peut assister à des décrochages, des pertes de motivation. Il y a un accompagnement aussi social, à travers les IME notamment, à fournir ou en tout cas à faciliter. Comment ça se passe? Alors, nous avons un programme d'excellence et un programme d'accès au haut niveau. Le programme d'excellence prévoit une structuration avec des encadrants, sport par sport, des entraîneurs, des kinés, des éducateurs, des médecins. Donc, tout un staff qui permet aux sportifs d'être accompagnés dans son projet. C'est vrai que dans la spécificité des encadrants sport adapté, nous avons en définitive des éducateurs spécialisés qui sont nécessaires pour l'accompagnement des sportifs. Mais aussi dans chaque région, nous avons aussi des pôles d'excellence régionale et de formation qui permettent aux meilleurs sportifs régionaux et à certains sportifs espoirs aussi d'être accompagnés et par des entraîneurs et par des éducateurs sportifs et éducateurs spécialisés, justement pour les accompagner dans leurs projets. Et bien évidemment, tous les sportifs de haut niveau ont, soit avec leur IME, soit avec leur école, soit avec leur ESAT, leur employeur, une convention que nous passons avec la fédération et avec l'État pour qu'ils puissent disposer d'un aménagement de travail ou d'un aménagement du temps scolaire pour pouvoir se consacrer à l'entraînement et aux compétitions. J'ai dit IME, vous dites ESAT. Est-ce que vous pouvez nous donner les intitulés exacts, Marie-Paul Queloz? Bien sûr. Donc, les IME sont des instituts médico-éducatifs. Donc, ça concerne les jeunes avant 18 à 20 ans. C'est là où ils suivent leur scolarité, même si elle est très adaptée. Et ensuite, les ESAT sont des établissements et services d'aide par le travail. On appelait ça plus anciennement les CAT. Donc là, ce sont des personnes qui se socialisent grâce à une activité professionnelle. Et donc, tous les sportifs qui sont dans les pôles France, qui sont dans un projet de haut niveau, ont des conventions d'aménagement du temps avec des compensations financières de façon à ce que le temps qu'ils consacrent à l'entraînement et à la compétition soit bien pris en charge et que leur employeur leur libère du temps pour ça. Intéressant. On parlait donc de ce projet haut niveau. Marc, tout à l'heure, vous disiez que les Jeux paralympiques étaient véritablement une vraie vitrine et sur laquelle vous arriviez à capitaliser en termes de licence. C'est quantifiable, ce retour depuis Londres des déficients mentaux au sein de l'ensemble paralympique. Vous pouvez nous donner un exemple d'augmentation des licences ? Oui, alors après ça a été la conjoncture de plusieurs choses. Il y avait eu ces fameux emplois et les Jeux, puisque c'était arrivé en 2012. Oui. Mais on avait vu qu'après chaque Paralympiade et après chaque Jeux paralympiques, on notait une augmentation d'à peu près de 10% du nombre de licenciés. Sur les années habituelles, là, depuis quelques années, on était à 2-3% par an. Mais on voyait que lorsqu'il y avait les Jeux paralympiques, il y avait un bond et vraiment une accélération. On rappelle que entre 2000 et 2012, le fait qu'il n'y ait pas eu de personnes déficientes mentales aux Jeux paralympiques était lié à une tricherie d'une équipe de basket espagnole qui avait eu à l'intérieur de cette équipe des personnes qui n'étaient pas déficientes mentales et on a essayé de travailler à améliorer la recherche et travailler sur le casting entre guillemets évidemment des personnes. Et de fait, Marie-Paul, on n'a que des sports individuels désormais qui sont présents aux Jeux paralympiques. Alors,
aux Jeux paralympiques, on n'a que des sports individuels et même dans les sports individuels, on n'a que quelques épreuves. Si on prend le cas de l'athlétisme, on n'a pas du tout un programme complet. On a uniquement le 400 mètres, le 1500 mètres, le lancer du poids et la longueur, qui est un tout petit programme, mais qui permet quand même de donner de la visibilité aux sportifs en situation de handicap mental, et c'est très important. Et on avait eu Pascal Pereira-Léal qui avait eu une première médaille de bronze en 2012 en tennis de table bien pour fêter ce retour aux Jeux paralympiques et le petit cocorico pour la FFSA. Président, on va vous laisser parce qu'on va continuer de parler sport adapté, sport de haut niveau avec Cléo Renou, une reine des bassins qui va nous accompagner. Vous nous en voulez pas, Président ? Pas du tout, au contraire. Bon, super. C'est très bien de mettre en avant nos sportifs, ils ont de super beaux messages et c'est des très beaux témoignages, donc il faut en profiter. Après, je rajouterais juste on parlait des Jeux paralympiques, oui. On a cependant tout un volet de compétitions qui sont organisées par la Fédération internationale et notamment les Global Games. La dernière édition était en Australie l'année dernière, où on termine deuxième nation. Et voilà, on a candidaté d'ailleurs, c'est un gros projet pour la fédération, mais pour l'organisation des prochains en 2023 sur Vichy. On doit compléter un peu notre dossier, mais on a bon espoir de pouvoir organiser un événement de grande ampleur pour le sport adapté sur le territoire français, un an avant les Jeux. Réponse et là, quand on est sur l'ensemble des disciplines. Pardon ? Réponse quand pour ce dossier de 2023 ? Alors sur ce coup-là, on doit amener quelques compléments à notre dossier et la réponse devrait arriver très très vite. Votre réseau va aider la candidature française, Président. C'est le moment. Tout à fait. Allez, Vichy 2023. Alors, merci. C'est exactement ça. Merci, Président. Marie-Paul, vous restez avec nous ? Oui. Allez, à tout de suite. Pas d'objet aujourd'hui, mais une personne que l'on est ravi de retrouver. Cléo Renou nous accompagne pour cette deuxième partie d'émission. Elle entre dans la lumière de Poitiers où elle se trouve pour un stage. Bonjour Cléo. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Bon, alors là, tu es dans un entraînement de reprise, je crois, stage du côté de Poitiers. Comment ça se passe ? Ça se passe super bien. Ouais, c'est dur ou c'est bien de retrouver les copains après le confinement, même si je crois, Marie-Paul nous le disait, que vous avez pu vous entraîner pendant le confinement. Non, parce qu'à côté de chez moi, il n'y a pas de piscine. La piscine est fermée. Ah oui. Donc là, c'est tes retrouvailles avec les bassins. C'est ça. Et ça se passe comment, du coup ? T'étais contente ? Je suis très contente et très émue de voir la piscine. Et puis de retrouver un petit peu tout le monde. Marie-Paul, les structures de la FFSA, avant de parler de Cléo, sont-elles des structures qui existent sur les fédérations habituelles ou vous avez vos propres sites d'entraînement ? Non, nous sommes sur les mêmes sites que les autres fédérations. Simplement, nous n'y sommes pas basés en permanence. C'est-à-dire que l'organisation du sport de haut niveau à la Fédération du sport adapté, c'est une alternance entre des stages nationaux, notamment dans les CREPS, dans les établissements publics du ministère des Sports, mais aussi des entraînements au quotidien dans des clubs que nous labellisons, des clubs pôles. Et donc, c'est cette alternance-là qui fait la préparation. Mais les sites d'entraînement sont les mêmes. Alors, Cléo, à 18 ans, Cléo, tu es toute jeune et pourtant tu es déjà quasiment une ancienne en équipe de France puisque tu as été sélectionnée avec les juniors, les moins de 21 ans, à 13 ans. Mais comment t'as fait ? T'es tombée dedans quand tu étais toute petite dans les bassins ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on m'a proposé d'aller en sport adapté puis j'ai accepté avec grand plaisir. Tu avais quel âge à l'époque ? J'avais 12 ans à peu près. Ah oui, c'est allé très vite. On me dit que tu as été tout de suite très très performante. Qu'est-ce qui te plaît dans la natation ? Ce qui me plaît le plus, c'est de nager.
Tu te retrouves comme un poisson dans l'eau? Tu aimes l'effort ou tu aimes la sensation d'être dans l'eau, de flotter? Bah, la sensation de l'eau et voilà. 8 médailles, dont 6 titres lors des derniers mondiaux. C'était à Brisbane l'an dernier, avec une spécialité que tu peux peut-être nous raconter, Cléo, c'est le papillon. Pourquoi le papillon est ta nage préférée? Bah, c'est pas ma nage préférée, C'est ce que je vrai? préfère, mais avec le papillon, c'est la nage, celle que je gagne le plus. Et tu sais pas pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi le papillon, pour moi, ça représente Dieu. Ça me représente et je sais que la nage, pour moi, ça va le plus vite. Le papillon, c'est vraiment la nage qui va le plus vite. Et c'est aussi la plus impressionnante. Là, on a des images. Donc, il y a le 50 papes, le 100 papes, je crois, où tu gagnes pour 1/100e, c'est ça? C'est ça. C'est une course assez impressionnante. Là, on est sur le 50 que tu remportes. Marie-Paul, la trajectoire de Cléo, elle est juste impressionnante, sidérante. Je disais 8 médailles à Brisbane, dont 6 titres. On a voilà, une Michael Phelps au féminin, potentiellement. Elle n'a que 18 ans. Comment vous avez eu cette pépite arriver entre vos mains, puisque vous êtes DTN depuis 2013 et non 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure? Tout à fait, tout à fait. En fait, moi, j'ai rencontré pour la première fois Cléo avant les Jeux de Londres en 2012. Elle était venue avec son IME à un stage de préparation que nous faisions pour Alicia Mandin, qui a été la première nageuse paralympique en sport adapté. Oui, en 2012, et donc, elle du coup. nageait déjà. Exactement, en 2012. Elle nageait déjà et je pense qu'elle était aussi inspirée, elle nous le dira, par Alicia Mandin qui était une référence pour elle. Et je l'ai revue ensuite en 2014 quand pour la première fois nous avons constitué une équipe de France dans sa catégorie spécifique, donc des sportifs porteurs de trisomie 21, et où nous sommes allés au Mexique pour des championnats du monde. Elle venait d'avoir 13 ans. Elle était déjà une nageuse prometteuse et tellement prometteuse qu'elle est revenue de cette compétition déjà médaillée et avec aussi un record du monde junior. En 25 mètres papillon, effectivement, à 13 ans tout pile. C'était ton premier voyage, Cléo? C'était une première fois avec la tunique bleue. Tu as des souvenirs de ça? Oui, un petit peu. Et c'était quoi? J'ai pas compris. C'était quoi ces souvenirs? Les podiums, les courses, de regarder les autres venus d'autres pays? Comment tu as vécu ça? Bah, j'ai bien vécu. Tu as apprécié ce moment. Et Alicia, qui était donc présente un tout petit peu avant, au départ de cette aventure, comment tu l'as rencontrée, ou en tout cas comment tu l'as appréciée? C'était comment? Bah, c'était à Redon. Ouais. Dans ta Bretagne? Donc en Bretagne. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et on m'a dit tout de suite que je devais faire passer un test, et puis c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré et je l'ai vachement apprécié. Et ça a été un modèle du coup? Non, mais je sais qu'elle nage super bien. Est-ce que tu as une idole? Est-ce que tu as quelqu'un que tu adores dans la natation ou dans un autre sport d'ailleurs? Bah non, pas spécialement. Bah j'aime beaucoup Camille Lacour. Ah, d'accord. Camille Lacour, oui, qui est un champion, évidemment, toute catégorie, néo-retraité, et qui a fait vibrer la France des bassins avec une génération dorée. Génération dorée que tu incarnes aussi. Là, tiens, ce sont les images de ton 100 mètres papillon l'an dernier, donc à Brisbane, Cléo. Est-ce que tu aimes te revoir en course? Tiens. Oui. Oui, c'est vrai? Je vois comment je nage, je vois comment je progresse et je vois
Voilà. T'es contente de toi? Oui, énormément. Est-ce que tu pensais que tu ferais ça plus tard? Bah, plus tard, non, parce que la natation, ça reste ma passion, puis à côté, j'ai l'école. Tu es à l'école et je crois que tu étais en stage dans une grande marque de sport il y a quelque temps. Je ne sais pas si tu y es toujours. C'est quoi ton objectif? Bah, mon objectif, c'est de faire un magasin de vente dans le cas de la natation. D'accord, très bien. Eh bien, ça c'est un beau projet d'accompagnement. D'un point de vue sportif, Marie-Paul, on est complètement tourné aussi vers, alors Tokyo j'imagine, mais vers Paris concernant Cléo. J'imagine que la perspective des JP de Paris est quelque chose d'important pour vous dans votre travail, alors qu'on voit le finish de Brisbane. Alors c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose, j'allais dire, de douloureux pour la catégorie de Cléo, qui est la catégorie des personnes porteuses de trisomie 21, parce qu'elles n'ont pas accès aux Jeux paralympiques. Aïe! Donc ça fait aussi partie, exactement. Elles n'ont pas accès aux Jeux paralympiques. Et c'est vrai que ça fait partie d'un travail, d'un message qu'on essaie de faire passer au sein de la FFSA et même au sein de la Fédération internationale, d'ouvrir aux Jeux paralympiques la catégorie des sportifs porteurs de trisomie 21 parce qu'ils ont vraiment quelque chose d'exceptionnel à montrer et que ce sont de beaux sportifs qui font de belles performances. Ce serait un rêve qu'on arrive à infléchir ces décisions-là. Ce serait un rêve de courir Paris, de nager, ma chère Cléo? Bah oui, c'est un grand rêve pour moi. Bah, eh bien, écoute, on espère qu'il se réalisera. Tu es encore très jeune, mais on dit que tu es une leader au sein de cette équipe. C'est toi la patronne, là, à Poitiers? Non. T'es sûr? Je suis très sûre. Bon, et tu restes là-bas jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de semaine? Jusqu'à 2 semaines. D'accord, donc 15 jours à Poitiers, avec, on l'imagine, Marie-Paul, des échéances qui sont quand même encore un petit peu floues à court terme là, pour nos sportifs. Tout à fait, on est en pleine incertitude parce que les championnats 2020 de fin d'année ont été annulés. Donc on est en attente d'une date pour un hypothétique championnat du monde en 2021. Donc c'est vrai que ce n'est pas très facile de se préparer sans avoir quelque chose de précis. Mais je crois que pour l'instant, le plaisir et le bonheur de retourner à l'entraînement doit finalement compenser le fait qu'on ne connaisse pas précisément encore l'échéance. Oui, effectivement. Et le plaisir de vous recevoir aussi, qui était le nôtre, prime aujourd'hui, malgré ces conditions un petit peu particulières à distance. Merci, mesdames, de nous avoir accompagnés. Ça a été un réel plaisir. Cléo, bon entraînement. Je crois que c'est pour la fin de journée pour toi aujourd'hui. Profite bien, de la Nouvelle-Aquitaine et de Poitiers. Marie-Paul, bon travail, bon courage. Si vous voulez, chers téléspectateurs, approfondir aussi le sujet et découvrir de nouveaux portraits de sportifs, sachez que l'émission Esprit Bleu est diffusée régulièrement sur l'antenne. On y parle natation, on y parle équitation, escalade notamment, et avec de très très beaux athlètes de haut niveau. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à François Caudal, notre réalisateur, Julien Perronnet, chef d'édition, Lucie Pillou aussi qui était avec nous au son aujourd'hui. On vous dit à très vite, évidemment, pour un nouveau Club Sport en France. Bye bye!